Boulou Joseph Adinka, expert régional projet 4169 de l'Union européenne. Dans cette seconde présentation, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la fiche de données de sécurité. Je vous rappelle en effet que l'article R 231-53 du Code du travail français précise les obligations irrelatives et l'article R 4411-73 du même code indique que désormais les fiches de données de sécurité doivent être rédigées conformément à l'annexe 2 du règlement REACH. Diapo 2. Alors, il est important de rappeler que fournir ne signifie pas mettre à disposition. Autrement dit, il est illégal pour un fournisseur d'envoyer une adresse internet à ses clients, tels que QuickFDS, en leur demandant par exemple d'aller chercher eux-mêmes leurs fiches de données de sécurité. Il doit réellement et concrètement envoyer les fiches de données de sécurité à ses clients, que ce soit par voie postale ou électronique. L'objectif étant de recueillir les informations relatives à la protection de la santé et de l'environnement. Ainsi, on peut définir la fiche de données de sécurité comme étant un formulaire contenant des données relatives aux propriétés d'une substance ou d'un mélange concernant les risques et dangers et les moyens de les réduire. Le format utilisé en Amérique du Nord est le MSDS, Material Safety Datasheet. Diapo 3. La fiche de données de sécurité comporte 16 rubriques réglementaires. Son émission et son contenu restent sous la responsabilité aussi bien du fabricant, du vendeur que de l'importateur du produit chimique concerné. Nous allons donc nous atteler à donner quelques explications concernant chaque rubrique. Diapo 4. Concernant la rubrique numéro 1, qui contient des informations permettant d'identifier la substance ou le mélange ainsi que la société et l'entreprise, REACH impose la fourniture d'un certain nombre de données. Ainsi, dans le cas d'une substance enregistrée, le numéro d'enregistrement doit être indiqué. Les numéros EI, NECS et d'autorisation sont facultatifs. D'autre part, les utilisations doivent être recensées en adéquation au rapport sur la sécurité, ce qu'on appelle RSC, ce qui signifie que toutes les utilisations mentionnées en rubrique numéro 1 doivent être reprises dans les scénarios d'exposition. Il doit s'agir des utilisations réelles des produits tels que remontés par les utilisateurs à leurs fournisseurs. De même, l'adresse électronique de la personne responsable de la rédaction de la FDS et non pas une adresse générique du style info.nom de l'entreprise @etc.com doit être indiquée. Enfin, le numéro d'urgence de l'entreprise et ou numéro hors fila doit figurer dans la première rubrique de la fiche de données de sécurité. Concernant la rubrique numéro 2, on retrouve à la fois la classification selon la réglementation concernant la classification et l'étiquetage et la classification selon le CLP, qui, je vous le rappelle, est de respect obligatoire depuis le 1er juin 2015. Ainsi, la rubrique numéro 2 doit faire figurer un certain nombre de dangers non classés, mais pouvant être néanmoins importants. Rappelez-vous des phases H200 pour les dangers physiques, H300 pour la santé, H400 pour l'environnement. Enfin, la rubrique numéro 3 doit faire figurer des informations sur chacun des composants du mélange, notamment leur numéro d'enregistrement ou NECS, auxquels peuvent s'ajouter les numéros UCPA, c'est-à-dire Union internationale de chimie pure et appliquée, ou le numéro c'est-à-dire Chemical Abstract Service de la division American Chemical Society. Diapo 5. Voici un exemple de coordonnées de l'interlocuteur de fournisseur en termes de fiches de données de sécurité. Il est donc important pour les utilisateurs de préciser aux fournisseurs
les utilisations réelles des produits pour qu'elles soient prises en compte dans les fiches de données de sécurité. En définitive, la rubrique numéro 1 permet d'avoir les coordonnées de fournisseurs de l'interlocuteur responsable des fiches de données de sécurité et de vérifier si l'utilisation est couverte par la fiche de données de sécurité. Diapo 6. Pour l'exemple des rubriques numéro 2 et 3, sont inscrites les anciennes rubriques R, les nouvelles rubriques H et d'autres dangers. Ensuite, la composition, la concentration et la classification, n'est-ce pas, selon le règlement CLP. Ainsi, les rubriques numéro 2 et 3 permettent d'aider à l'évaluation des risques présentés par le produit manipulé. Diapo 7. Pour la rubrique numéro 4, elle concerne les premiers secours. La rubrique numéro 5, quant à elle, concerne la prévention et la prévision incendie. La rubrique numéro 6 est relative aux mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle. Dans la rubrique numéro 7, concernant la manipulation et le stockage de la substance ou du mélange considéré, le RSC peut apporter des informations complémentaires. Pour la rubrique numéro 8, REACH apporte un nombre important de renseignements utiles au contrôle de l'exposition et de la protection individuelle. Ainsi, de nouvelles valeurs seuils sont introduites, à savoir les PNEC et les DNEL issus du RCS. DNEL signifie niveau dérivé sans effet, tandis que le PNEC signifie concentration prédite sans effet. Pour faire simple, les DNEL sont des valeurs limites à ne pas dépasser, provoquer des effets indésirables sur la santé humaine. Elles sont établies par le fabricant ou l'importateur pour les 3 voies d'exposition possibles aux produits chimiques, bien sûr, à savoir l'ingestion, l'inhalation et le contact cutané. Le DNEL pour l'inhalation n'aura à être défini qu'en l'absence de VLEP. À noter que ces valeurs n'auront aucune valeur réglementaire, mais seront uniquement indicatives. Les PNEC sont des valeurs limites à ne pas dépasser pour ne pas causer des effets nocifs dans le milieu environnemental. De même, avec REACH, il est obligatoire de préciser les types de pays à mettre en place. Autrement dit, inscrire le type de gants avec le matériel et le temps de claquage, de même que le type de cartouche à mettre en place pour assurer la protection respiratoire. De même, il est obligatoire pour les intermédiaires de synthèse de préciser les mesures de gestion des risques qui doivent être strictement contrôlées, c'est-à-dire indiquer par exemple les mesures d'encoffrement mises en place. Les VLEP communautaires et nationales doivent être indiqués dans cette rubrique. Diapo numéro 8. Concernant la rubrique numéro 7 par exemple, il s'agit de donner les conditions de manutention, de stockage ainsi que les incompatibilités éventuelles. En clair, la rubrique numéro 7 dicte les mesures de prévention pour la manipulation et le stockage, n'est-ce pas, du produit concerné. Diapo numéro 9. Pour la rubrique 8, à travers la diapositive en face de nous, on peut conclure que cette rubrique permet de quantifier l'exposition, de planifier les contrôles de vérification de concentration atmosphérique, de mettre en place des mesures de prévention et de gestion du risque. La diapositive numéro 10 est relative aux rubriques 9, 10, 11, 12 et 13. La rubrique numéro 9 est relative aux propriétés physico-chimiques.
La rubrique numéro 10 à la stabilité et à la réactivité du produit. La rubrique numéro 11 aux informations toxicologiques. La rubrique numéro 12 aux informations écologiques. Et la rubrique numéro 13 aux considérations relatives à l'élimination. La diapositive numéro 11 est consacrée à la rubrique numéro 14 de la FTS. Cette rubrique se conforme à la réglementation, ADR pour le transport routier, code READS pour le transport par voie ferrée, code IMDG pour le transport maritime et le code IATA pour le transport aérien. Diapositive 12. Cette diapositive nous expose les rubriques 15, 16 ainsi que les annexes. Finalement, la rubrique numéro 15 qui concerne les informations réglementaires comportait jusqu'au 1er décembre 2010 la classification et l'étiquetage. Mais depuis cette date, les mentions d'étiquetage sont passées en rubrique numéro 2. Et c'est également dans cette rubrique qu'il est inscrit si une substance est soumise à restriction ou à autorisation. D'autre part, le fournisseur peut rajouter des restrictions supplémentaires recommandées, indiquer des conseils relatifs à la formation ou à l'information et les phrases P ou H associées au nouveau système de classification et étiquetage CLP. Pour rappel, il existe 3 types de phrases H. Danger physique pour H200. Exemple, le gaz H222, c'est un gaz inflammable. Le danger pour la santé H300, exemple H301, qui veut dire toxique en cas d'ingestion. Enfin, le danger pour l'environnement H400, exemple, quand je dis H411, ça veut dire que c'est toxique pour les organismes aquatiques et peut entraîner des effets néfastes à long terme. Ensuite, il existe 5 types de phrases P. Conseil de prudence généraux pour le P100. Exemple, P102, tenir hors de portée des enfants. Le P200 qui concerne la prévention. Exemple, P232, ça veut dire protéger de l'humidité. Ensuite, P300 qui parle de l'intervention. Exemple, P302, ça veut dire enlever les vêtements contaminés, en cas de contamination bien sûr. Et le P400 qui parle du stockage, des règles de stockage, je veux dire. Exemple, le P403 parle de stockage dans un endroit bien ventilé. Enfin, le P500 qui parle de l'élimination bien sûr. Exemple, P502, ça veut dire tout simplement se rapporter aux fabricants ou aux fournisseurs pour des informations concernant la récupération et le recyclage. Mesdames et messieurs, en conclusion, la fiche de données de sécurité est un document de synthèse à usage pratique pour la prévention, la sécurité et l'information des utilisateurs de produits chimiques. Elle a pour finalité de compléter l'étiquetage, de permettre une meilleure connaissance du produit manipulé. C'est donc un outil pour identifier et évaluer les risques auxquels les salariés sont exposés et c'est aussi un outil utile aux médecins pour conseiller l'entreprise et mieux adapter la surveillance médicale.